10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Que dire? Le Paris Saint-Germain réalise un des plus grands exploits de son histoire, un des plus grands moments de l'histoire du foot français, en faisant quelque chose qui n'avait jamais été fait en Ligue des Champions, perdre le match aller à domicile, remporter le retour, et avec la manière, 4-1 à Montjuïc, 6-4 sur le score cumulé, les hommes de Luis Enrique sont en demi-finale de Ligue des Champions. Les gars, c'était n'importe quoi. Cette soirée dans l'ensemble, elle était légendaire. Dortmund Atlético, j'ai tellement hâte aussi de vous le débriefer demain matin. C'était... Il y a tellement de trucs dont il faut qu'on discute. C'était juste totalement fou. Et d'abord, la première chose à dire, c'est condoléances aux potos, aux amis barcelonais. Je sais qu'ils sont nombreux. Félicitations aux Parisiens. J'imagine même pas la folie totale que ça doit être pour vous. Quel kiff énorme pour vous. Et ouais, juste match régal. La Ligue des Champions cette année, c'est n'importe quoi. Le foot des années 2020, pour moi, c'est n'importe quoi. Et ouais, je crois que lui attendait ce moment depuis longtemps. J'ai une petite surprise aussi, un petit truc spécial à vous dévoiler en toute fin de vidéo. Je crois que ce sera la dernière image du slideshow. Donc rendez-vous dans quelques secondes pour ça. Mais ouais, juste un truc un peu dantesque, quoi. Le PSG qui le fait à Montjuïc. Bien sûr, Ousmane Dembélé a été au cœur de l'attention et au cœur de toute l'histoire qui avait attissé autour de cette rencontre. Il n'a pas déçu, je le mets facile dans mon top 3. Bien sûr aussi ce match a tourné sur un carton rouge, sur un fait de jeu. On va discuter d'absolument tout ce qui s'est passé dans ce match. Il y a tellement d'éléments. Xavi furieux au coup de sifflet final. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que l'arbitre Kovacs a été en faveur du Paris Saint-Germain? Est-ce que le Barça doit s'estimer lésé? On va essayer de soulever toutes ces questions, analyser tout ce qui s'est produit. Je pense qu'on est parti pour un débrief de l'extrême. Le débrief de la longue nuit, au moins une demi-heure. Il y a tellement de choses à dire. Et ouais, demain ça va être fou aussi. Quelle soirée, quelle semaine, quelle vie les amis. Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, donc le trio offensif du Barça. Pedri, Gundo, Frenkie de Jong comme on s'y attendait, avec les absences de Sergi Roberto et de Christensen suspendus pour ce match. Cancelo, Koubarsi, Araujo, Koundé, Ter Stegen dans les buts. Le 4-3-3, exactement celui qu'on avait imaginé dans la preview. Côté Paris Saint-Germain, je crois aussi que c'était celui-là, avec Dembélé et Barcola sur les ailes, Mbappé en pointe, Fabian, Ruiz, Vitinha, Zahir Emery, le trident de l'entrejeu, Mendes, Hernandez, Marquinhos, plus de Beraldo, qui s'était fait museler ou surtout dominer musculairement par Robert Lewandowski au match aller, Hakimi sur le côté droit, Donnarumma dans les buts, retour d'Achraf Hakimi. Ça c'était quand même un très gros point pour Paris. Et Paris l'a fait avec un truc qui m'a marqué déjà au bout d'une minute de jeu, où j'ai trouvé dans l'ensemble que avant le but de l'ouverture du score, Paris a fait vraiment une très bonne entame. Que ce soit sur Lewandowski, on voit tout de suite là cette relance d'Araujo, Hernandez qui sort et qui le charge et ballon récupéré. Tout de suite, ok, on se dit peut-être le match il va être un peu différent, au moins sur cette donne micro-tactique là par rapport à l'aller. Beraldo s'était fait sacrément déménager, Hernandez réplique tout de suite, il est présent. Et Paris récupère un ballon haut. J'ai trouvé dans l'ensemble que Dembélé, même s'il y a eu quelques choix douteux au tout début, lui aussi il montrait qu'il était dans un soir, il était prêt pour ce rendez-vous mentalement. Il enchaîne une petite série de dribbles à l'intérieur comme ça pour aller renverser, chercher la largeur. Dans l'ensemble, Dembélé à droite, Barcola à gauche, la menace que le Paris Saint-Germain avait sur les flancs avec pour le coup ce qui ressemble le plus à un 4-3-3 classique entre guillemets, où on avait vraiment du Nuno Mendes et du Barcola sur le côté gauche, même si Nuno était peut-être régulièrement un petit peu plus en protection, et vraiment Hakimi, Ousmane Dembélé, même si Hakimi il est un petit peu plus bas ici, ce que j'attendais. Il y a eu des dédoublements, il y a eu de la complicité entre les deux, et il y a eu aussi de la contre-pression. Quand je vois ici un ballon récupéré par le Barça dans son premier tiers, Zahir Emery et surtout Hakimi qui vient gratter, qui vient chatouiller dans les pieds pour une récupération haute. Le Paris Saint-Germain est totalement, je trouve, à la hauteur mentale de ce match. Attaque pied au plancher. À Montjuïc, on sait que le Barça n'est pas imprenable. Ils ont perdu 3 fois en Liga cette saison à la maison. C'est pas leur vraie maison. Et cette équipe qui était sur une bonne passe série défensive, avait connu quelques sacrées désillusions, comme Villarreal par exemple, fin janvier. Donc c'était possible, et honnêtement, Paris arrive avec l'attitude de c'est possible et on peut le faire. Ça, c'est ce que je vois sur les 10 premières minutes. Alors, il se passe un truc, c'est qu'à la 12e, Araujo trouve Yamal autre côté,
Paris s'est fait renverser sur la largeur et surtout, Yamal mange Nuno Mendes. C'est sa grosse erreur du match. Il va bien se rattraper par la suite. Et même s'il était plutôt intéressant, même sur le premier quart d'heure, là, c'est la grosse erreur. Et c'est peut-être celle qui aurait pu éliminer le PSG. Ça peut tourner différemment. Et c'est peut-être celle qui élimine le PSG. Il est battu par Yamal. Yamal prend l'extérieur et mobilise l'extérieur de son pied aussi dans la suite de l'action pour aller centrer très très fort. Je crois que c'est un contre son camp d'Hakimi. J'ai même pas réussi à vraiment le lire sur le ralenti. Soit Rafinha, soit Hakimi. Astor encore, je peux pas vous le dire. Pour rappel, peut-être certains vont voir cette vidéo dans 3 ans, en train de se remémorer les grands moments de l'histoire du PSG. Là, il est 23h33, quelques minutes après le coup de sifflet final. J'ai même pas eu le temps d'aller checker ça, je peux pas vraiment vous dire. Mais but de l'ouverture du score du Barça. Et c'est sur le premier mouvement, c'est le premier coup de froid. Si c'était au Parc des Princes, ça aurait été la clim. Parce que je trouve que le PSG a bien démarré dans ce match. Ça donne un vrai coup de force mental au Barça qui se met à super bien défendre. Le côté par exemple, Barcola, on voit pris en 1 contre 3, il y a des replis défensifs, Lamine Yamal notamment. Plus difficile pour le Paris Saint-Germain de progresser. Là, c'est Fabian Ruiz, totalement déménagé par Araujo, Pedri, mais sans faute. Juste, Barça défend bien. Et ça me semblait être au cœur de ce que le Barça réussissait à bien faire et peut-être la clé tactique du match. On en parlait dans le débrief du match aller, ce 4-2-4, 4-4-2 mais avec des offensifs excentrés assez hauts et Gundogan aux côtés de Robert Lewandowski, avec pour idée forte de verrouiller le tandem de l'entrejeu. Bon, Zaïre Emery s'excentre un peu, mais Vitinha par exemple, là il est pris vraiment dans l'araignée. Pas possible de le trouver. Et je me dis, ce match va peut-être pencher sur Vitinha. Si Vitinha est à ce point-là éteint à l'intérieur, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à faire, même si peut-être que du coup ça peut offrir un petit peu plus d'espace sur la largeur, parce qu'on voit que ce bloc, à part Koundé ici, il est relativement dense sur la largeur, donc peut-être que ça c'est la bonne option, avec désormais Dembélé et Barcola, et Nuno Mendes et Hakimi. Il y a des vrais joueurs de largeur qui peuvent faire que c'est peut-être moins grave d'être pris comme ça, mais surtout, je trouve Paris a plutôt bien réussi à se sortir de ça. Vitinha, on l'a beaucoup vu, et je le mettrai dans mon top 3. C'est dingue parce que je pense Mbappé il met un doublé à la fin. Je suis même pas sûr de le mettre dans mon top 3 du match. Et pourtant il a donné des bons ballons en déviation, mais c'est juste qu'il y a tellement eu de bons Parisiens. Ça c'est généralement un bon signe sur une performance réussie. Je pense j'ai facile 4, 5, presque 6 noms qui me viennent en tête sur le top 3, mais pour moi il est assez clair que c'est Dembélé, Vitinha, Barcola. Et après tout le monde peut rentrer dans la conversation quasiment, mais ça c'est mon top 3 je pense. Même d'assez loin, et Vitinha finalement là il est trouvé, et quand il est trouvé c'est tout de suite au gros danger. Je trouvais Vitinha elle a été dans tous les bons coups, là il est trouvé, hop, regardez, ça peut aller chercher un long ballon comme ça dans la profondeur pour Ousmane Dembélé qui va faire faute sur Koubarsi au bout de cette action si vous en souvenez. Il va pas réussir vraiment à prendre le contrôle dessus, mais ouais, tout le bloc du Barça est déséquilibré, se met à courir vers son but, et ça c'est fait parce que Vitinha a été trouvé par ce petit ballon là, il me semble, d'Achraf Hakimi, alors qu'à la base il était emprisonné, pris dans la toile. Mais quand le Paris Saint-Germain réussit à transiter par lui à l'intérieur du jeu, ouais, ça peut faire mal, ça peut être dangereux. Le PSG passe à rien d'une vraie désillusion. Le gros coup de froid, c'est sur cette action. Il y a beaucoup de tournants dans ce match, donc on va pas dire c'est le tournant du match, il y en a un qui arrive dans 10 minutes. Mais Robert Lewandowski, sur ce centre repoussé par Nuno Mendes, ça c'est les classiques Lewandowski qui ratent pas souvent. Homme du match de l'aller peut-être, avec Rafinha ça se discute, mais il a fait tellement mal à Paris à l'aller. Sur ce retour, un des flops du Barça, parce qu'il a raté de très grosses choses. Il a eu aussi un ballon d'égalisation sur l'ensemble des deux matchs à la toute fin dont on va discuter. Mais là, ça passe à rien, la frappe elle est lourde, elle est à quelques centimètres, 10 cm au-dessus de la barre. Et ouais, Paris peut souffler, c'est le grand moment où Paris a eu peur. Parce que sinon, j'ai trouvé que, on va parler du carton rouge dans 10 minutes. Est-ce que je vous ai déjà montré cette image? Ouais, je crois. Mais avant même le carton rouge, donc ça finit 21 tirs à 7 pour Paris avec 67% de possession. Mais bien sûr, le carton rouge a un impact énorme sur ça. Mais même avant le carton rouge, il y a déjà 62% de possession pour Paris et il y a déjà 6 tirs à 2. Barça tire 2 fois avant ce carton. J'imagine que c'est le but. Donc il a été donné à Rafinha. Donc ça doit être une déviation de Rafinha. Ça doit être comptabilisé comme un tir. Ouais, il a un tir effectivement avant cette demi-heure de jeu. Et ensuite c'est le tir de Lewandowski. Donc sur ces 2 tirs, sur ces 2 mouvements qui atteignent la surface du Paris Saint-Germain, le Barça très dangereux.
Mais sinon, à part ça, j'ai trouvé que dans l'ensemble, dans la physionomie, Paris avait plutôt bien attaqué le match. Et j'ai eu une petite discussion avec mes potes à la mi-temps là-dessus. Moi, je trouvais que Paris était plutôt dans son match, honnêtement, même si Barça défend bien. Et ça, faut le dire sur l'attitude, par exemple. Je vois un Lamine Yamal qui est descendu ici coupé. On en avait parlé aussi dans le débrief de l'aller. Lamine Yamal, les efforts défensifs auxquels il avait consenti. Aussi, une des raisons pour lesquelles je ne suis pas forcément convaincu par le changement de sortir Yamal pour faire entrer Inigo Martinez. Mais ici, il vient couper. On le voit parler avec Xavi. Très très impliqué sur le repli défensif, et un Barça qui dans l'ensemble fait un match défensivement sérieux, même si pas hyper brillant cette entame. Et Paris a des mouvements, beaucoup plus qu'à l'aller, des mouvements dangereux comme ça. En plus avec Achraf Hakimi, enfin un petit truc dont on a parlé dans le prono, dans la preview d'avant-match, avec Achraf Hakimi sur le côté d'Ousmane Dembélé, il y a désormais des possibilités de dédoublement. Il y a du 2 contre 1 à aller jouer, ici contre Cancelo par exemple, et c'est un truc qui avait vraiment manqué avec Kangini à l'aller qui tentait de faire des doublements antérieurs, mais il n'y avait pas grand chose à apporter. Là ça peut être dangereux, seulement la sélection d'Ousmane Dembélé n'est pas bonne, il va déclencher extérieur de surface comme ça, frappe totalement excentrée, et elle est contrée. Dommage, je pensais mieux à jouer sur Achraf Hakimi, mais voilà, il y a cette possibilité, même si elle n'est pas encore exploitée par Paris, il y a cette possibilité, et il y a ces moments quand même où tu fais courir le Barça vers son but, avec, là c'est 5 contre 4, c'est pas vraiment ça, parce que c'est sur une surface de terrain trop grande, mais on va dire au moins du 2 contre 1 localement, et des mouvements dangereux, intéressants, encore une fois sur la première demi-heure, encore une fois, à 11 contre 11. Pareil, 28e minute, Barcola, la largeur encore une fois la largeur, en 1 contre 1 contre Koundé, parce que désormais tu as Mbappé dans l'axe, donc tu peux pas te permettre de doubler comme ce qui avait été fait à l'aller avec Mbappé qui était totalement éteint par Koundé, Araujo, les retours de Yamal. Tu peux plus te permettre de doubler sur le côté maintenant. Ça semblait être l'évidence du match aller qu'il fallait Barcola et Dembélé, mais peut-être Barcola il revenait de blessure, plus compliqué. Sur ce match retour, ça paye, centre en retrait. Mbappé, il faut un arrêt, une belle petite manchette de Ter Stegen pour la repousser. Et ça fait corner pour Paris, mais c'est peut-être la plus grosse occasion du match pour le PSG sur cette première demi-heure. Mais honnêtement, il y a eu des mouvements que j'ai trouvé intéressants. Et comme on a dit, 6 tirs à 2, c'est pas anodin. Sur cette période aussi, Paris a été intéressant, et j'en parle, je fais tout ce laïus là-dessus, parce que je sais que forcément ce match, il tourne énormément. Encore une situation, là c'est suite au corner, où Mbappé, sa tête est repoussée par Koundé, je pense que Ter Stegen était dessus, c'est pas hyper dangereux, mais c'est encore une fois du ballon dans la surface adverse, et je parle autant de cette première demi-heure, parce que je sais à quel point le carton rouge marque un tournant, un pivot du match. Et si je suis supporter barcelonais, mon idée c'est assez clair, c'est tellement dommage de prendre cette exclusion parce qu'on avait la qualif en poche. C'est vrai, à une demi-heure, là il reste 1 heure, il reste un tiers de cette double confrontation et tu mènes 4-2. Ce carton rouge change tout, mais même avant le rouge, pour moi, Paris avait bien démarré le match. Je dis pas qu'il se qualifie sans le rouge, parce que bien sûr ça change tellement de choses, et je pense que Paris aurait encaissé un but de plus sans le rouge sans doute, mais ils n'avaient pas si mal démarré que ça. Et si vous n'en êtes pas convaincu, franchement, je pense qu'il faut revoir la première demi-heure et voir que Paris était dans ce match, était prêt. 1-0 donc, 29e minute de jeu, le moment pivot, le moment charnière. Araujo, on lui laisse la relance. Koubarsi, qui avait été tellement dangereux sur la phase de relance à l'aller, en trouvant Lewandowski, en cassant des lignes, est beaucoup plus cerné, cadré. Araujo, c'est celui qu'on laisse un petit peu plus libre. Après, sur le but de l'ouverture du score, c'est lui qui avait transmis côté à la largeur pour Lamine Yamal. Donc je ne sais pas si c'était 100% la bonne solution. Mais l'idée là pour le coup, c'est plus de couvrir les récepteurs potentiels que d'aller presser sur Araujo. Et on voit, il y a Xavi qui dit « Ok, c'est dans le trou qu'il faut jouer ». Et je pense qu'il parle de cette zone ici. Parce que quand on connaît le Barça, quand on connaît l'identité Barça, je ne crois pas que l'idée c'était d'aller chercher la largeur comme ça à côté de Lamine Yamal. Je pense que c'était de jouer ici où le Barça peut combiner avec du jeu en troisième homme. Ça c'est le classique, ça fait 60 ans, c'est 50 ans, c'est Cruyff. C'est même avant ça, bref, c'est le jeu en troisième homme, le plus classique. Tu cherches un appui de haut jeu pour mettre un gars face au jeu. Et je pense que celui qui est visé ici, ça doit être Gundo là, en pivot. Mais la passe d'Araujo est un petit peu trop dans le no man's land. Elle est en gros ici, elle est un peu trop excentrée pour Gundo. Est-ce que c'est pour... Yamal n'est pas vraiment suffisamment impliqué. Je pense que c'est vraiment pas lui qui doit être touché là-dessus. Et il faut dire, Vitinha a bien lu la situation, harcelé Gundo jusqu'au bout.
cette passe n'est pas pour lui. Nuno sort dessus. On parle beaucoup de cette action, mais elle est tellement décisive. Sur une passe ratée d'un central, tout tourne, tout change. Parce que Nuno, son départ arrêté, il n'y a pas beaucoup de footballeurs qui vont plus vite que lui sur un départ arrêté. On en a parlé aussi au match aller. L'action avec Koundé là, qui réussissait son tacle. Il bat Yamal à la course, de pas grand-chose, mais suffisamment. Et après, la passe en une touche. Avec cette action, Nuno Mendes a rattrapé sa grosse erreur du premier but. Nuno contre Yamal, on peut dire que c'est presque le duel du match finalement. Parce que le but de l'ouverture du score pour le Barça, et parce que cette action, elle est décisive, elle est déterminante, passe dans la profondeur. Regardez la distance entre Araujo et Barcola. Barcola est rapide. Araujo n'est pas super lent, mais il part plus tard. Et Barcola, avec beaucoup d'instinct, joue super bien le coup. C'est un sacré joueur d'instinct. Et il va mettre le corps devant. Faute d'Araujo, rouge. C'est 100% logique, il n'y a pas grand-chose à dire. Il va se plaindre, il va dire que Koubarsi était le dernier défenseur. Déjà, c'est pas une vraie règle, ça peut être pris en compte par l'arbitre, mais la vraie règle, c'est annulation de but, d'occasion de but. Et en vrai, il était lui le dernier défenseur, clairement. Donc c'est même pas très valide. Après, il dit non, c'était juste du épaule contre épaule. C'est pas du épaule contre épaule. Il a la main sur l'épaule de Barcola, il est derrière. C'est 100% faute. Initialement, je me dis, l'arbitre va même donner penalty. Pour moi, la faute se termine dans la surface de réparation. Après, j'avoue, je ne suis pas tout à fait au clair sur le fait que s'il donne penalty, est-ce qu'il peut donner carton rouge aussi? Et dans l'ensemble, je me dis, c'est peut-être pour ça aussi que le Paris Saint-Germain proteste pas trop. Peut-être carton rouge, c'est mieux que penalty à ce stade du match. Peut-être, ou peut-être juste que ça se finit pas du tout dans la surface. C'est dur à définir. Dans l'ensemble, la décision me semble être la bonne. J'aurais pas changé grand-chose. Et ouais, le rouge est 100% logique. Mais il n'y a rien à dire. Xavi est dépité. Il sort Lamine Yamal. Ça, c'est aussi peut-être un tournant du match. Vu la première demi-heure, les replis défensifs de Yamal, son activité, à quel point il est décisif sur le premier but, peut-être je fais sortir plutôt Rafinha s'il faut faire sortir un offensif. Plus facile à dire après. Mais ouais, je pense Yamal peut te permettre de ressortir sous pression et de faire face à cette heure de jeu à 10 contre 11 plus facilement. Peut-être que Rafinha. Après, Rafinha à la profondeur, peut-être ça peut être intéressant. Donc bon, de toute manière, c'est un choix difficile. Choix difficile pour Xavi. Il sort Lamine Yamal, fait entrer Inigo Martinez. À partir de ce moment-là, le Barça va donc défendre en 4-4-1, plus bas que sur les quelques minutes qui ont précédé, bien sûr. Et c'est une situation de match très favorable pour le Paris Saint-Germain, qui pourtant à ce stade est quand même mené 1-0. Il faut en marquer 3. Il faut en marquer 3 pour passer, 2 pour aller en prolongation. Donc le job est loin d'être fait. Mais Paris a beaucoup plus d'espace pour aller chercher la largeur. Et cette largeur, elle a été décisive dans ce match, que ce soit Barcola, Ousmane Dembélé, les deux dans mon top 3. Vitinha aussi, pour aller renverser, aller chercher, même si en l'occurrence, je pense que c'est plutôt Marquinhos. Mais ouais, cette largeur a fait très mal. Vitinha a été excellent, ça c'est sur le but de l'égalisation. Il est touché, après on rejoue à l'intérieur après le renversement, donc ça a renversé, hop, et après on rejoue sur lui, ouais, effectivement il est là. Et regardez, Vitinha, ce que j'apprécie dans cette situation, la sérénité, la lucidité pour enchaîner une roulette vers la gauche, une semelle quoi, semelle vers la gauche, semelle vers la droite, et encore semelle vers la gauche. Pas de problème pour temporiser, tant qu'on n'a pas fait la différence, on n'est pas obligé de transmettre, c'est pas lâcher le ballon le plus rapidement possible, il faut fixer. Il faut fixer cette défense pour ensuite véritablement transmettre une fois qu'il y a eu fixation. Et ça j'adore parce qu'il y a tellement de joueurs qui depuis une position axiale vont juste chercher à donner avant même qu'il y ait eu travail de fixation. Regardez, là si tu la donnes maintenant, il y a Koundé qui est sur Barcola, il n'y a pas de décalage qui est fait vraiment. En faisant une semelle en plus, une troisième là ensuite, pour revenir à gauche. Ouais, et peut-être avec un petit bloc à l'intérieur comme ça, un petit écran bien vu de Fabian Ruiz peut-être. Mais cette fois, Barcola peut être trouvé. Cette fois, il y a de l'espace. Cette fois, il a obtenu une séparation avec Koundé. Et Barcola, faut dire aussi, centre pied gauche, instinctivement comme ça, c'est super bien fait. Il est dangereux. Mbappé est pas loin de le couper. Dembélé, magnifique au second poteau à la reprise. Franchement, tout est bien fait sur cette action. Tout est bien fait sur cette action. On regarde la célébration de Vitinha. Il sait à quel point il était important là-dedans. Dembélé, la reprise est magnifique en vrai. Pied droit. Depuis un centre de Barcola, pied gauche.
l'ambidextrie ou l'ambidextrie totale pour Dembélé, la relative ambidextrie pour Barcola sont aussi un atout, surtout, pour le Paris Saint-Germain. Et donc permet au PSG de revenir un partout juste avant la mi-temps. Très très important, je pense, de marquer sur cette période-là, juste avant la mi-temps. Avant que le match s'enlise, peut-être un petit peu plus en seconde période. Si le Barça arrive à la mi-temps à 1-0, c'est peut-être très différent en seconde. Plus de possibilités de prendre un petit temps de repos, un petit temps de calme, les ajustements tactiques de Xavi. Après, tu peux faire des remplacements qui tuent un petit peu le cours du jeu, le rythme du jeu. Important de revenir au vestiaire à un partout avec plus qu'un but à marquer pour au moins arracher la prolongation. Barcola qui continue à faire très très mal dans son couloir avec toujours autant d'instinct. Le gars, cette reprise de voler pied gauche là comme ça, tellement... ouais, c'est naïf, c'est enfant, mais c'est pas loin de passer. Et c'est cette vivacité dont le Paris Saint-Germain avait besoin, ce qui lui a manqué au match aller, la percussion sur la largeur. Je pense que ouais, il y a pas mal de gars en Europe là qui ont découvert Bradley Barcola ce soir. Moi, bien sûr, comme vous savez, ça me fait toujours autant plaisir. Ce petit bonhomme, est-ce que j'ai le petit tweet, sacré petit bonhomme. Ouais. Moi, j'ai aucun sentiment négatif contre Bradley. Je lui souhaite que le meilleur et ça fait plaisir de le voir performer à ce niveau. Le Paris Saint-Germain continue derrière à pousser. Nuno Mendes depuis le demi-espace, un petit centre bien dosé. Franchement, dans l'attaque du dernier tiers, je trouvais aussi que le Paris Saint-Germain était assez juste techniquement. Donc forcément, avec ça, tu te crées plus d'occasions. Et la reprise d'Ousmane Dembélé va effleurer le montant. Et ça, c'est le moment où j'ai su que Paris allait le faire. Parce que la réaction de Dembélé là, très joueur aussi, le grand sourire, bah, bien sûr, t'es à 11 contre 10. Je sentais une équipe qui était mentalement totalement à la hauteur du défi. Et ouais, en bonne voie pour le faire. Seconde période, le Barça continue à reculer encore plus forcément, même au niveau des organismes, ça va être difficile de tenir. Il y a de la largeur qui est facile à aller trouver. Là, la différence avec l'aller est tellement impressionnante. Forcément, quand tu as Kylian là, plein axe, tu peux moins te permettre d'aller coller, comme on a dit, d'aller doubler sur le côté, n'en parlons même pas, mais même d'aller coller, de laisser des espaces. Si tu vas coller beaucoup plus, c'est plus dangereux là, dans ce demi-espace-là, dans cette zone-là. Donc ouais, bien meilleure utilisation. En NBA, on parle de spacing. Et d'ailleurs, j'ai trop hâte de regarder les play-in. Pas ce soir quand même, je suis pas fou, j'ai envie de dormir. Mais demain matin, sans être spoilé, faudra pas que vous me spoiliez dans les commentaires. Je vais aller me regarder bien sûr Warriors Kings et Pelicans Lakers. Mais le spacing en NBA, la possibilité de space le floor, d'avoir de l'espace pour tes meilleurs tireurs à 3 points, etc. Bah, c'est permis quand tu as des joueurs qui ont de la gravité, qui attirent des défenseurs dans leur centre de gravité. Et il y a un petit peu de ça dans l'utilisation de la largeur par le Paris Saint-Germain. Regardez Ousmane Dembélé aussi, sa position très intérieure là-dessus. Ce qui fait que le PSG a bien su utiliser, a eu beaucoup plus de possibilités pour exploiter la largeur. Frappe d'Achraf Hakimi, Ter Stegen, les gants un petit peu chauds. On sent que mentalement, ça commence à être difficile pour le Barça. J'ai vu aussi encore une fois Lucas Hernandez, monstrueux sur Robert Lewandowski, prendre le dessus, comme ce qu'avait fait Beraldo, comme ce que n'avait pas fait Beraldo à l'aller plus tôt. On était totalement dominé dans ce duel aérien. Là, il va même faire prendre un jaune à Lewandowski en passant devant, en étant en combat contre son ex-coéquipier du Bayern. Ça a compté. Je ne sais pas si je mettrais Hernandez dans mon top 3, top 4, top 5 du match, mais ça a compté, ça a beaucoup compté. Et ouais, comme on a dit, Vitinha, toujours Vitinha. Les accélérations à l'intérieur pour aller chercher ensuite des décalages hyper intéressants, que ce soit extérieur, que ce soit intérieur, comme là avec Ousmane Dembélé. Ça part souvent des accélérations de Vitinha qui a quasiment rien raté dans ce match. Les percussions, les passes comme celle-ci, super bien appuyées. Dembélé, très bon déplacement entre les lignes. Encore une fois, on va se répéter, mais Dembélé-Hakimi, ça marche du tonnerre. Et derrière, au bout de cette action, Dembélé s'appuie sur Mbappé qui est à l'intérieur. Regardez encore une fois la gravité, le centre de gravité de Mbappé. Il attire Koundé. Koubarsi est obligé de rester. Et il y a Barcola qui est seul, autre côté. Il va avoir cette passe, transmettre, pas pour Barcola, mais pour Fabian Ruiz qui s'est projeté, qui rate une très grosse occasion à la 52e minute de passer à 2-1. Paris force. Paris commence à mettre beaucoup d'impact, de tension sur ce tiers barcelonais. Et à la fin, ils vont être récompensés. Appui sur Kylian Mbappé. Encore une fois, très peu de ballons perdus, j'ai trouvé, dans la manipulation de ce dernier tiers, dans tous les derniers gestes, les avant-derniers gestes dont on parle souvent en foot, même les antépénultièmes gestes comme est celui-ci. C'est juste. C'est
ça marche, et il n'y a pas beaucoup de ballons perdus. Là, c'est transmis, Ousmane Dembélé, centre dangereux, il est coupé, corner, et c'est sur ce corner que Vitinha, peut-être mon homme du match du coup, entre lui, Dembélé et Barcola, mais ouais, j'ai trouvé Vitinha excellent. Il déclenche extérieur de surface, et comme à l'aller, va marquer un but crucial, vital, celui qui permet au Paris Saint-Germain de recoller dans cette double confrontation 4-4. Ouais, ça c'est le grand moment. Parce que là, tu peux souffler. Là, maintenant, il y a 35 minutes pour faire la différence. Xavi pète des câbles sur son banc. Et ça, j'ai trouvé aussi, en vrai, un des enseignements de ce match un peu, c'est que maintenant, ouais, on sait que Xavi au Barça, ça va se terminer. Déjà, il en parlait un petit peu plus encore dans la presse. Mais maintenant que ça se termine en quart de finale pour le Barça, il n'y a pas de raison qu'il reste. Et quand je vois à quel point il se fait systématiquement exclure, encore une fois, exclu carton rouge, je pense que le métier n'est pas fait pour lui. La nervosité, la tension, et franchement, c'est rien contre lui. En vrai, je l'adore, j'ai bien aimé son Barça l'année dernière. Mais on voit dans les moments difficiles à quel point il a du mal à contrôler ses nerfs et lâcher son équipe là comme ça. Il y a 4-4. Rien n'est encore perdu. C'est un quart de finale de Champions. Ouais, c'est un peu problématique, je pense. 2-1, 59e minute. Encore une fois, la largeur. Contrôle raté d'Ousmane Dembélé. À moins que ce soit exactement ce qu'il avait prévu de faire. Je pense pas. Par contre, Cancelo, j'ai pas envie d'être trop méchant, mais c'est si stupide. Dembélé est en train de filer vers l'extérieur de la surface. T'es en pleine surface. Jamais de la vie, tu tentes un tacle glissé comme ça sur un gars comme Ousmane Dembélé qui a une capacité de réaction, la force dans le dribble, t'éviter, dernier moment, les réflexes. C'est un geste totalement stupide de Joao Cancelo. Et encore une fois, même si j'imagine que les Barcelonais, notamment dans les commentaires, certains vont se sentir lésés par l'arbitrage, je crois que toutes les décisions ont bien tourné. Le carton rouge, pour moi, c'est incontestable. Ce penalty, c'est incontestable. Cancelo fait une grossière faute. Dembélé a mis le pied devant. Il se fait arracher. C'est stupide. Il n'y a pas de raison de faire ça. Et Kylian Mbappé qui a marqué 3 buts sur penalty, dont 1 en séance de tir au but en finale de Coupe du Monde. À chaque fois qu'il s'élance au point de penalty, j'ai absolument aucun doute sur le fait que ça va finir au fond. Bon, parfois il en rate. Mais les importants comme ça, pas trop. Ou plus trop. Et Ter Stegen ne la sort pas. Ça fait 3-1. Il est très bien tiré. Le Paris Saint-Germain a pris l'avantage dans ce match. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont un petit peu lâcher l'affaire. Et là, j'ai eu peur pour eux quand même qu'il y ait une nouvelle remontada, une mini-remontada, une remontada dans la remontada. Encore une fois à l'extérieur, encore une fois à Barcelone. Parce que c'est là que ça commence un petit peu à lâcher mentalement. Déjà, Gundo ici, pleine surface, je crois pas qu'il y a penalty. Et en vrai, je vais le dire, pour moi, il n'y a pas penalty même du tout parce que j'ai revu à peu près 6 fois l'action avant de lancer la caméra pour être vraiment bien sûr. C'est un peu le risque de ces débriefs à chaud. J'ai revu l'action, il trébuche sur lui-même. Après, il est remonté à fond parce que peut-être il y a un léger contact avant, Vitinha, etc. Bon, peut-être Joker a vérifié à quel point il y a gros contact avant, mais pour moi, par exemple, il n'y a pas de faute de Marquinhos. Il joue très bien le coup. Marquinhos, ça fait un bon match. Et épaule contre épaule, là, il ne s'est pas laissé prendre par Gundo, qui ralentit un petit peu sa course pour l'obtenir, avec Vitinha dans son dos. Mais malheureusement, ce qui le fait vraiment tomber, c'est lui qui trébuche sur lui-même, là. Et j'ai une deuxième image, là. Et comme je vous ai dit, j'ai revu l'action 5-6 fois. Donc pour moi, c'est aussi logique, même s'il est furieux, de ne pas donner penalty. Encore un membre du staff du Barça exclu à la suite de cette action. Donc on aura eu 3 exclusions côté catalan, je pense. Peut-être un truc avec Xavi et les nerfs, quelque chose qui diffuse au sein de son collectif. Mais c'était sans doute pas la bonne réponse mentale dans ce match, même si je comprends que quand toutes les décisions tournent en ta défaveur, pas forcément de manière illogique, mais quand même, de fait, c'est ça. Ouais, forcément, très très frustrant. Ce qui me semble assez logique. À ce stade du match, le Paris Saint-Germain a 16 tirs, le Barça 4 seulement, un corner, pardon. Mais c'est là qu'ils vont commencer à lâcher un petit peu. Je vois par exemple cette action au bout d'une transition, Lewandowski, ça frappe pied gauche, sèche, basse. Donnarumma, il faut une belle parade. Et après, un gros retour de Marquinhos sur Ferran Torres pour empêcher la catastrophe. Donc attention, tu ne veux pas laisser trop de trucs comme ça. Sur ce coup franc là, coup de pied arrêté, 100%. Il y a penalty sur Lewandowski. Donnarumma, le box.
Heureusement pour le Paris Saint-Germain qu'il y avait hors-jeu. Parce que sinon, c'est péno. Et peut-être le Barça égalise, revient dans ce match, prolongation. Parce que sinon, c'est péno. Et c'est encore un coup de pied arrêté très mal défendu. Un truc dont on a parlé à l'envi dans le débrief de l'aller. Donc ça, c'est un gros point d'alerte. Ça aurait pu tourner là-dessus. Avant les demi-finales, il faudra faire attention. Il faudra essayer de corriger ça. Parce que Paris a encore souffert. Et encore une fois, perte basse de Lucas Hernandez. Le Barça qui peut se projeter comme ça. On joue la 88e minute. Il n'y a encore qu'un but dans ce match. Avec un but, ça va en prolongation. Heureusement, encore une fois, pour Paris, qui s'en sort bien sur la toute fin. Lewandowski transmet pas à Joao Félix, qui est seul là. Il va aller s'enfermer, buter et frapper, alors qu'il y a 2 Parisiens devant lui. Félix est furieux. Fermin Lopez aussi. C'était le dernier tournant du match, sans doute. Elle est peut-être pas facile à mettre, encore moins quand t'es Robert Lewandowski, mais il y avait quelque chose de beaucoup mieux à faire là-dessus. Et le Barça peut s'en vouloir. Donnarumma doit sortir ce corner rentrant là, tapé j'imagine par Rafinha. Et la dernière action importante du match, c'est comme un symbole qu'elle démarre par un retour défensif de Kylian Mbappé. Quelque chose qu'on n'a pas énormément vu depuis quelques saisons. Mais ça commence par ça. Et derrière, accélération d'Achraf Hakimi, ses touches de balle sont excellentes. Il faut maintenir la vitesse, il faut la conserver, parfait. Le ballon est très bien aussi dans les pieds de Kylian Mbappé, qui bute sur Ter Stegen, mais ça lui revient dessus, et ça fait 4-1, et le Paris Saint-Germain est qualifié. C'est le dernier but de ce match, c'est un moment dingue. Il y avait une avalanche de caméramans et de photographes à chaque fois que Mbappé allait célébrer. Ouais, on imagine que même pour l'Espagne du foot, bien sûr, doublé de Kylian Mbappé à Montjuïc pour éliminer le Barça, pour remonter le Barça. Ouais, c'est un moment assez significatif quand même. Et donc voilà, Paris l'a fait. Sacré moment d'histoire. Qu'est-ce que je me suis noté? Le fait que Dembélé ait gardé tous ses buts importants pour les matchs importants toute cette saison. Une des histoires, ça a été la création d'occasions géniales, mais à la finition, il n'y a rien. Bon bah voilà. Xavi, comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment fini. Exclu de son dernier match vraiment important, c'est aussi comme un symbole. Après, il y a le Classico ce week-end, mais même en le gagnant, ça revient à 5 points, c'est compliqué. Barcola, magnifique pour ce petit gamin quand même, ce qu'il a fait depuis 2-3 ans là. C'est assez spécial. Maintenant, il est dans un dernier carré de Champions et je suis heureux pour lui. Et ouais, bien sûr, le fait de jeu aura été important dans ce match. Mais je crois que ce qu'on a essayé de montrer, j'espère que j'ai plutôt bien réussi à le montrer, c'est que Paris était quand même intéressant avant l'exclusion. Et puis après, ils ont profité de quelque chose qu'ils ont mérité d'avoir, parce que Barcola joue très bien le coup. Mais voilà, donc ça finit 4-1, le Paris Saint-Germain est qualifié, jouera Dortmund en demi de LDC. On parle de Dortmund Atlético demain, on va faire le débrief. Attention à Dortmund donc, et bah ça c'est confirmé, Dortmund s'est bien qualifié. Et la dernière image, est-ce que je l'ai ici? Ouais. Alors ça c'est pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. À 18h, je suis en train de rentrer de la gym, j'envoie à mes potes, les gars, j'ai vu la lumière, ce soir le Barça prenait une raclée, genre 0-3, 1-4, un truc vilain. Alors bien sûr c'est facile à dire maintenant, mon prono officiel à la base quand même, sorti en vidéo avant-hier, c'était 1 partout, et le Barça qui se qualifie. Donc je ne vais pas trop fanfaronner. Mais parfois les intuitions de 18h sont bien meilleures que celles 48 heures plus tôt. Mais ça, j'y peux rien, je ne peux pas sortir la vidéo prono preview 3 heures avant. Et aussi, parfois, il y a plein de messages que j'envoie comme ça à mes potes et ça passe pas du tout. Donc celui-là, je vous le montre. Celui-là, j'en suis ravi. Et aussi parce que pour l'instant, je crois que sur les pronos, des scores de ces 6 quarts de finale de Ligue des Champions en comptant l'aller, on est aussi à 0/6 pour l'instant. Donc... Mais voilà, retenons ça. Si on doit retenir un truc, retenons ça. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée ou journée, que vous soyez en vidéo, en podcast. Merci pour votre force. Demain, on parle d'Atlético Dortmund. On parle de City Real Madrid. Après-demain, on parle d'Arsenal Bayern. Bayern Arsenal. Sacrée semaine. Quel plaisir. Et ouais, encore un moment de foot monumental, historique. J'espère que ça vous a plu, les amis. Dites-moi tout ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Si vous aimez ces débriefs, dites-le moi aussi, ça fait plaisir d'avoir votre soutien. Et on se retrouve très vite pour le prochain. Prenez soin de vous les potes. Bisous.